à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tous les territoires français et TV5 Monde. Tout le monde fête la victoire des Bleus. Le monde est bleu. Bonjour Rachid Temal, vous êtes sénateur du Val d'Oise, secrétaire national du Parti Socialiste. Merci d'être là ce matin pour vous interroger. Oriane Mancini de Public Sénat et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui est là pour le Progrès de Lyon. Bonjour. Entre autres, ce matin, je disais le monde est bleu. Les politiques sont sur les plateaux. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer cette victoire, Rachid Il ne faut surtout pas la récupérer. Cette victoire appartient aux 23, au staff. Moi, j'ai un de mes amis d'enfance avec qui je joue au foot, qui est dans le staff et qui, hier, a pu soulever la Coupe du Monde. Et on était ensemble au club de Cosmo de Taverny, donc c'est Guillaume Bigot que je salue. Et donc, c'est surtout la victoire de la France, des 23, du staff, et aussi de la formation à la française. C'est-à-dire que cette capacité qu'ont les clubs dans notre pays à mailler le territoire, à faire jouer des gosses tous les jours, le week-end, et à former des champions. Voilà, et donc c'est la victoire du peuple français qui s'est retrouvé, qui a besoin d'unité. Voilà, on a vu tous les tweets des politiques, on a vu tous les tweets, le gouvernement dans son entier, l'opposition, personne n'a raté l'événement. Oui, après, ceux qui aiment le foot et ceux qui... moi, par exemple, j'aime le foot toute l'année. Et tous les jours de l'année, même quand les équipes n'est pas trop au top. Bon, voilà, donc moi, j'ai fait aussi un tweet parce que je considère que c'est un événement qui, moi, me touche perso. J'étais hier avec mes potes d'enfance, on a regardé la finale Coupe du Monde. C'est un plaisir personnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti au coup de sifflet final ? De la joie, forcément, quand vous gagnez la Coupe, quand vous aimez le foot. Et que quand vous commencez à jouer dans un ballon de football, le rêve de tout gosse, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. Alors, c'est surtout quand on joue contre le Brésil en finale en 98. Mais c'est la finale de la Coupe du Monde de football. C'est ce trophée magique. Eh bien, vous êtes heureux. Heureux parce que vous êtes footballeur, heureux parce que votre pays vient de gagner une Coupe du Monde. Mais je veux aussi saluer quand même l'espoir des Croates. Parce que on oublie, c'est 4 millions d'habitants. Et en 20 ans, une demi-finale et une finale de Coupe du Monde. Et le fair play de la présidente croate. Et à chaque fois perdu contre la France. Et à chaque fois perdu contre la France. Et le fair play de la présidente croate, qui a été particulièrement fair play. Oui, sur tous les matchs, on l'a vu. Et donc, moi, je trouve, c'était une belle finale, même si le jeu n'était pas à la hauteur d'autres matchs. Je trouve que, on a gagné 4-2. Les joueurs ont montré cette capacité à batailler les uns pour les autres, à porter nos couleurs. Et voilà, c'est un moment magique. Pascal Jalabert. On a quand même vu Pogba ou Rami dire oui, ce pays mérite ça, nous on est fiers de porter ce maillot, on aime notre drapeau. Finalement, c'est un instrument de cohésion nationale. Mais l'équipe de France l'a toujours été. Elle a toujours été, si on prend l'angle qu'ont pris Rami, par exemple, ou Mbappé, ou même Pogba, c'est quoi ? Cette France qui réussit à s'unifier par les différents peuples qui viennent. En fait, la France, elle s'est construite, c'est un vieux pays qui s'est construit à la fois sur son territoire, par des ajouts, parfois des retraits, et par des populations qui sont venues. Elles sont venues parce que pour des tas de raisons, que ce soit à la fois l'immigration économique, mais aussi politique, l'image de la France. Et on se retrouve tous dans ce maillot-là. Que ce soit Coppa, en passant par Zidane, par Platini, aujourd'hui la génération Mbappé. Voilà, c'est ça la France. Et donc c'est beau, et c'est vrai que quand on regarde, quand on va, alors hier à Paris, mais partout en France, et quand on voit celles et ceux qui, par leur parcours, leur visage, portent le drapeau français et chantent la Marseillaise, ça fait plaisir. Mais parce que cette équipe, c'est aussi le triomphe du collectif. C'est ça qu'a réussi à insuffler Didier Deschamps. Mais toute victoire dans le football, elle est collective. Vous avez toujours un joueur ou deux de génie pour faire une grande équipe, mais il vous faut un collectif. Aimé Jacquet et Deschamps aujourd'hui ont la même stratégie. C'est un bloc défensif extrêmement solide qui permet de la propulsion, qui permet de l'explosivité. Ce qu'ils ont fait, et c'est comme ça qu'on a gagné ces 2 Coupes du Monde-là. On n'a pas envie d'en parler, mais il y a eu des incidents quand même un peu partout en France hier soir. Bien sûr, ça c'est malheureux. Les Champs-Élysées, Lyon, la ville du ministre de l'Intérieur. Ouais. Vous parliez de cette joie populaire, de ces millions de Français qui étaient dans les rues. Dans les villages et les villes de France. Exactement, et le football est le seul événement à procurer cette joie, à faire descendre autant les Français dans les rues. Comment vous l'expliquez ? Parce que, encore une fois, je pense que c'est le sport le plus populaire au monde, et en France. C'est-à-dire, qui n'a jamais tapé dans un ballon de football ? Voilà. Et vous mettez, on a tous joué dans la rue, sur un terrain vague, dans un vrai terrain. Donc voilà, et donc chacun peut se retrouver. Et puis la victoire est belle.
La victoire est belle, il faut dire des choses, ils sont sympas, ils ont su communier et communiquer avec la France, voilà, donc ça. Et vous avez beaucoup de gens qui avaient commencé en disant, bon, la Coupe du Monde, puis à la fin, se sont pris au jeu. Ah. Pascal Jalabert. Un des premiers à réagir hier, c'était François Hollande, l'ancien président socialiste. Qui aime le foot. Qui aime le foot, c'est vrai, ça il faut lui reconnaître, mais qui a dit, il ne faut pas laisser partir ce moment, il faut en profiter pour créer quelque chose sur la cohésion nationale, c'est de la vieille politique. Moi, je n'ai jamais été partisan de la vieille ou de la nouvelle politique. On est toujours le nouveau de quelqu'un et l'ancien de quelqu'un. C'est de la com, le concept nouveau et ancien monde. Non, mais il aime le football. Et après, il s'interroge sur comment cet esprit de cohésion peut se maintenir. Mais bon, on l'a vu en 98. Hein. Je rappelle que l'élection d'après, c'était Jean-Marie Le Pen. Et puis, on l'a revécu après. Mais voilà, il y a un travail à faire, mais qui ne dépend pas seulement d'une équipe de France. Si j'étais taquin, je pourrais vous dire que supprimer les contrats aidés, c'est une faute grave, puisque beaucoup de clubs de football bénéficient des contrats aidés. En France, c'est comme ça que ça se passe. Les clubs n'ont pas les moyens d'avoir des salariés, on va dire, classiques, etc. Et donc les contrats aidés les aident à avoir des salariés pour faire tourner un club. Parce qu'aujourd'hui, faire tourner un club, c'est des responsabilités. C'est faire jouer, si je prends le club de Taverny, c'est près de 900 gamins qui jouent tout au long de la semaine. Vous voyez le premier coup de griffe, là? Non. Si. Mais non, mais je vous dis, si j'étais taquin, vous voyez, j'ai pris ça avant. Vous l'êtes. J'étais taquin, non, mais je vous dis que la réalité du football, elle est celle-là. Voilà, je dis, c'est pas. Et c'est aussi à Emmanuel Macron et à sa politique de faire en sorte que cet esprit de cohésion nationale perdure. Je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. C'est chacun. D'abord, c'est pas que les politiques, c'est chacun à son niveau. Voilà, chacun à son niveau doit s'interroger sur comment faire perdurer, mais avec son voisin, hein, avec ses amis, avec sa famille, ce moment-là. Voilà. Alors, pour rester en politique, beaucoup de ces jeunes, donc, quand on regarde, viennent de quartiers entre guillemets populaires pour beaucoup. Et justement, tous les éducateurs dans ces quartiers disent mais le foot, enfin le sport en général, mais surtout le foot, c'est justement ce qui permet entre guillemets d'en faire des hommes, de souder des groupes et des familles. Justement, on arrive au moment où un plan banlieue ne tient pas ses promesses. Faut-il en profiter à ce niveau-là? Oui, vous me disiez il y a 2 secondes que je mettais un coup de griffe et j'en mets un autre. Vous en mettez un autre. Voilà. Moi, je pense que d'abord et avant tout, ce qui fait que des gamins deviennent des hommes et des femmes, au-delà de l'éducation des parents, c'est l'école. Parce qu'il ne faut pas réduire les gens des quartiers populaires à tu seras chanteur, en gros rappeur, ou sportif, footballeur. D'abord et avant tout, c'est l'école. L'école et encore l'école. C'est d'abord l'école. Et donc c'est sur l'école que doivent être mis les moyens. Après, vous avez effectivement... Donc vous approuvez le dédoublement des classes CP-CE1? Mais en fait, moi, j'ai jamais dit que j'étais contre. Après, le principe, regardez, il ne faut pas que ça soit retiré du monde rural, parce que dans un département comme le Val d'Oise, c'est la réalité, et qu'il faut que s'assurer que ce soit réel dans les faits. Mais sinon, moi, je suis d'accord. Mais l'éducation ne se résume pas au dédoublement. Hein. Je veux dire, c'est aussi Parcoursup, et c'est tout ce qui est au milieu. Voilà. Mais, donc, et l'école, aujourd'hui, elle joue encore son rôle d'ascenseur social? Ben non. Mais pas parce que Emmanuel Macron est élu, hein, je vous rassure. Hein. Ça fait très longtemps. Toutes les études montrent que c'est la première génération qui va moins haut dans la société que ses parents. Donc on a un problème. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais je vous le redis, le sport, oui, la musique également, d'autres choses, mais d'abord et avant tout, le socle central, c'est bien l'éducation. On va passer à l'actualité. Emmanuel Macron réunit demain à l'Elysée syndicats et patronat, Oriane Mancini. Oui, hein, c'est la première fois depuis le début de son quinquennat. Qu'est-ce que vous dites? Il était temps? Il était temps, et je vois que finalement, la théorie de Madame Agnès Buzyn sur rien pendant la Coupe du Monde s'avère, puisque c'est au moment de la Coupe du Monde. Oui, moi, tout ce qui ira vers le dialogue social est une bonne chose entre pays. C'est comme ça que notre pays s'est construit. Il faut le maintenir. Je note que ça fait plus d'un an, et je note que être convoqué du 9 au 17 juillet, notamment sur un sujet qui avait été déjà bouclé, l'assurance chômage, c'est quand même assez particulier comme méthode. Donc, moi, je vais attendre de voir ce qui en ressortira. Je salue le fait que les acteurs, on va dire patronaux et salariaux, se soient réunis, travaillent ensemble. Et je pense que notre pays a besoin d'un pacte social fort. Donc tout ce qui est dans ce sens-là, et le pacte social, c'est d'abord et avant tout les acteurs, les partenaires sociaux. Ça renvoie néanmoins à la question des contre-pouvoirs, de comment marche la démocratie. Et voilà. Mais après, une fois que j'ai dit ça, il y a la réalité. Aujourd'hui, ce gouvernement a mis, je rappelle, 10 milliards par an pour les plus riches, via l'exit tax, les SF, etc. Il faut trouver 26 milliards par an pour la TH. Il faudra m'expliquer comment on met une politique sociale. Hein.
Parce que pour l'instant, rien. Alors justement, sur l'assurance chômage et la formation, le gouvernement a dit au début, ça passera par la loi, puis maintenant les partenaires sociaux, les régions disent, nous on est mis de côté, qui doit s'occuper de ça? Je rappelle que il y a une loi sur la formation professionnelle et tout le monde gueule, oui c'est vrai, tout le monde gueule. Mais parce le Pénico, qui est examiné au Sénat. Mais parce qu'en fait, pour une raison simple, c'est que ce gouvernement-là nous a expliqué pendant 1 an et demi, enfin un peu plus d'1 an aujourd'hui, que lui seul, en l'espèce lui seul étant Emmanuel Macron en personne, décidait de tout. Il savait mieux que tout le monde et décidait de tout seul. Sur ce dossier-là, la formation professionnelle, il y a juste des entreprises concernées, il y a juste des régions qui financent, il y a juste des hommes et des femmes, soit en emploi, soit pas en emploi, qui en ont besoin, et des étudiants. Toute personne n'a été associée à quoi que ce soit, ou sérieusement associée. Il faut reprendre un peu le travail. Il faut que ce gouvernement comprenne bien que c'est fini. Il faut que maintenant qu'il dialogue avec la société française, qu'il ne la mette pas de côté, et qu'il y ait un débat sur la formation professionnelle. Il y a des enjeux majeurs là-dessus. Il faut s'y mettre. Ce qu'a commencé à faire le Sénat, d'ailleurs, puisque lors de l'examen de la loi Pénico, les régions ont été remises au cœur du processus. Parce qu'en même temps, on peut demander à des gens qui financent de juste ne pas être concernés. Ça ne marche pas. Il sera aussi notamment question du plan pauvreté demain avec les syndicats et le patronat, un plan dont l'annonce a été reportée, qui entrera en vigueur en janvier 2019. Qu'est-ce que vous en attendez de ce plan? Mais en fait, la question, c'est si c'est comme le plan banlieue, c'est dramatique. Parce que je rappelle que le plan banlieue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'abord, le gouvernement nomme une personnalité, Borloo, puis comme à la fin, il n'y a pas d'argent, on dénigre même Borloo. Vous savez, le Premier ministre avait dit ceux qui n'ont pas réussi ne peuvent pas donner de leçons. Il ne fallait pas choisir Borloo. Sur le plan pauvreté, ce que je regrette, c'est que les gens qui en ont besoin concrètement, ils doivent attendre encore plus de 6 mois. C'est ça la réalité. Et quand dans ce gouvernement-là, vous avez fait 2 fois la baisse des APL en moins d'1 an, ça m'inquiète. C'est Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise, secrétaire national du Parti socialiste, qui est notre invité politique ce matin. On passe à la révision constitutionnelle qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Rien de Mancini. Oui, qui est en discussion en ce moment, une discussion qui va durer 2 semaines. La droite sénatoriale, comme beaucoup de parlementaires, y est opposée. Est-ce que, lorsqu'elle arrivera au Sénat, vous soutiendrez la droite sénatoriale dans son opposition à ce texte? Moi, je ne suis pas là pour soutenir la droite sénatoriale ou m'y opposer. Je suis là pour défendre les idées de mon camp, ma vision de la société française. Et donc, je suis opposé à cette réforme constitutionnelle, pour des tas de raisons. La première, on ne touche pas à une constitution pour rien. Et en l'espèce, là, c'est même pire que rien, puisque c'est pour réduire les pouvoirs. Emmanuel Macron veut prendre les pouvoirs à lui, nous, on souhaite les rendre aux Français. C'est notre différence. Donc, nous sommes opposés à cette réforme constitutionnelle. Très honnêtement, rien sur de nouveaux droits pour les citoyens, beaucoup moins de droits pour le Parlement, c'est moins de démocratie, donc je suis opposé à cette réforme constitutionnelle. Vous pensez qu'il est possible d'avoir un accord entre l'Assemblée et le Sénat? Le problème n'est pas d'avoir un accord. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Si c'est pour réduire les droits du Parlement et pas de nouveaux droits pour les Français, en fait, je ne l'espère pas et je combattrai. Et moi, je suis pour que les choses soient claires. Comme Emmanuel Macron a construit son rapport aux Français, je l'invite à aller jusqu'au bout de sa logique et à le faire voter par les Français. Donc un référendum. Donc un référendum. Qu'il puisse écouter les réponses des parlementaires quand ils parlent, c'est une bonne chose. Mais tout ça est une blague. C'est pour occuper la galerie, parce que très honnêtement, tout ça est un jeu entre en plus Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, chacun se répondant, etc. Les choses sont simples. Ce qui a été fait en 2008 par Nicolas Sarkozy peut changer, et on arrive là, nos institutions. Soit, encore une fois, d'abord, le président de la République veut en faire le discours de l'Union, type américain, parce que j'ai bien compris que, et pour Nicolas Sarkozy, et pour Emmanuel Macron, l'Amérique était un modèle. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La date n'est pas au bon vouloir du président de la République. Aux États-Unis, elle est fixée. Donc moi, je souhaite, dans ce cas-là, une date, chaque année, où il y a le discours de la République, le discours de l'État de la République. Donc une forme de discours sur l'état de la France. S'ils veulent aller dans ce sens-là. 2, ça sous-entend que, effectivement, le président de la République dit son intervention, entend les groupes politiques, ça s'arrête là. Là, il va en plus répondre, puis après, ils vont vous répondre, tout ça devient à peu près... Et d'ailleurs, à la fin, tout cela, c'est l'affaiblissement, voire la suppression du Premier ministre. Donc moi, encore une fois, soit on prend cette réforme avec des petits bouts de quelque chose, soit on a une vision globale. Elle n'est ni globale parce qu'elle n'est pas démocratique. Mais le quinquennat a changé tout, non? Mais le quinquennat, moi je peux vous dire très honnêtement, j'ai voté contre le quinquennat. Parce que je considérais à l'époque, et je crois que les faits m'ont donné raison, qu'il fallait ensuite faire un choix. Soit vous allez vers un régime parlementariste, soit un régime présidentiel. Et régime présidentiel, j'entends toute la polémique derrière. Aux États-Unis, le président de la République a beaucoup moins de pouvoir que celui de France. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que soit il y a un vrai travail de fond, sérieux, sur, par exemple, le droit fondamental à posséder ses données.
ses propres données. C'est pour moi, je pense, une question constitutionnelle. Faisons un vrai travail de fond. Mais là, c'est un président de la République qui veut avoir sa réforme constitutionnelle, qui veut avoir plus de pouvoir, et ce n'est pas à la hauteur des enjeux pour notre pays. Pascal Jalabert. Oui, une autre grande réforme à venir, c'est celle des retraites. Jean-Luc Mélenchon dit même c'est la mère de toutes les réformes. Avez-vous des lignes On fait rouges beaucoup de merde toutes les réformes. Oui, c'est vrai. Mais avez-vous des lignes rouges sur cette réforme? Alors oui, et si je peux me permettre, regardez comment là aussi il pris le dossier. Les pensions de réversion. Aujourd'hui, on annonce, alors qu'on connaît chacun les montants, très très faibles, que c'est principalement des femmes qui sont concernées, des veuves. On leur annonce que, dans un premier temps, ça va bouger, baisser potentiellement. Puis après, rétropédalage, non, c'est plus le cas. Enfin, quand le président de la République vient au Congrès dire que ce serait une fake news, l'information sur la baisse des pensions de réversion, il faut qu'il demande juste à ses ministres qui l'ont déclaré. Aujourd'hui, la première pierre à l'édifice, c'est une baisse de pensions pour les Français et Françaises. C'est donc inacceptable. Donc moi, je serais opposé à toute réforme qui met fin à la solidarité nationale et qui prévoit des baisses. Parce que, autre élément du discours du président de la République au Congrès, c'est, vous avez vu, l'assurance chômage et les retraites, c'est plus un droit. Tout ça se discute, et donc à la fin, ça risque de passer par l'impôt. Et donc, vous n'avez plus ce lien, cette solidarité nationale. Donc, je suis opposé à cette conception-là, cette approche-là. Le Sénat entame aujourd'hui l'examen du projet de loi logement, dont un des objectifs, c'est un vaste projet de loi, est de faire passer de 8 000 à 40 000 par an la vente de logements sociaux en France. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du logement social? Bien sûr, je suis inquiet. Alors, il y a deux éléments sur lesquels je veux évoquer. Ça, et puis la question du handicap et du vieillissement. Sur les logements sociaux, d'abord, tout le monde constate qu'il en manque. Il en manque. Bon. Et la première mesure du gouvernement, c'est d'en vendre, donc d'en réduire. Il faudra m'expliquer ce que ça veut dire. Mais il faudrait dire à vos téléspectateurs et vos auditeurs que tout cela va dans un ensemble plus global, puisque la question du financement même, de la capacité des bailleurs sociaux à construire et à entretenir, a été mise à mal par le dernier projet de loi de finances du gouvernement. Donc c'est bien une attaque en règle contre le logement social dans notre pays. Et puis, autre élément qui me semble hallucinant, c'est quand même sur la question du handicap et du vieillissement. On sait que sur la question du handicap, il y a un manque de logement pour les personnes handicapées. Et il y a aussi la question du vieillissement de notre pays, où des gens vivant de plus en plus vieux, et c'est une bonne chose, veulent rester à domicile, et c'est une bonne chose, ont besoin d'un aménagement. Là, alors que 100% des logements neufs devaient être aux normes, on passe à 10%. Ce gouvernement passe de 100% à 10%. Pour faire des logements qu'on appelle évolutifs. Mais non, mais évolutif, c'est un concept de la novlangue macroniste. Évolutif concrètement, quelqu'un qui est dans ce logement-là, qui, parce que les années passant, il perd sa capacité d'autonomie, qui va payer l'évolutif du logement? C'est une vraie question. Comment ça se fait? Comment on fait ces travaux-là? Qui les paye? Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus personne. Donc moi, je suis opposé à cette réforme-là, sur ces deux aspects-là. Pour revenir juste sur le logement social, l'objectif est que le système s'autofinance. Est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer sa survie? Quand vous commencez par dire aux bailleurs, je vous retire les moyens d'investir, qu'est-ce qui s'autofinance? Parce que et ceux qui sont dans les logements sociaux, ils vont conserver leur logement, ce logement-là, une fois qu'il sera vendu, à ce tarif-là, bien évidemment. Comment ça se passe? Pascal Jalabert. Oui, dernière question sur la procréation médicale assistée. Dans la continuité du mariage pour tous, ça va arriver. Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce qu'on ne va pas encore diviser les Français là-dessus? Moi, je suis partisan, ça me permet de dire un mot, sur la question de la fin de vie. Qui est là aussi. Oui, exact, c'est la même loi. Non, parce que là. Non, ce sera peut-être une autre loi. En tout cas, moi, je ferai une proposition de loi au Sénat sur cette question-là, sans concurrence, en pensant bien évidemment aux soins palliatifs. Mais sur la PMA... Qu'est-ce qu'il y aura dans votre proposition de loi, juste pour préciser? Moi, l'idée, c'est que je suis contre la concurrence des fins de vie. Parce que je vois bien ce qui s'organise. Il y a un problème en France des soins palliatifs. Seuls 20% des Français qui pourraient en bénéficier Donc là, il y a un plan à mener sur le soin palliatif, que ce soit en termes d'établissement, en termes de formation, etc. Et puis, vous avez la loi Claes-Leonetti qu'il faut améliorer, il y a des choses à améliorer. Et puis, vous avez l'aide active à mourir, qui est une vraie demande, une vraie nécessité. Donc je pense qu'il faut que c'est la liberté de choisir et l'égalité de chacun devant sa mort. Mais si je reviens sur la PMA, moi je suis favorable, et d'ailleurs je l'indiquais, et Guillaume Chiche, qui est un député La République En Marche, vous voyez, comme quoi, je lui ai dit, nous connaissons... Il fait une proposition de loi. Et je lui dis que si elle venait au Sénat, je la voterai et je la soutiendrai.
Mais quand vous dites les Français, si on posait, je regarde les sondages, ils sont favorables. Je ne dis pas qu'ils sont opposés, ça peut diviser le pays. Oui, mais, alors on vient d'avoir des images d'unité nationale. Mais on n'enlève aucun droit à personne. Non. Voilà, donc il faut aussi que chacun soit sérieux. La question... mariage pour tous, on n'enlevait non plus aucun droit à personne et ça a fracturé le pays quand même. Mais d'abord, le mariage pour tous, oui, je vais faire ma culpa. Il ne fallait pas faire pendant 1 an et demi. Dans d'autres pays, ils l'ont fait en 3 jours. C'était peut-être mieux. Et après, très sérieusement, on peut aussi se dire tous ensemble, on peut être en désaccord sur la PMA. Moi, ce n'est pas mon cas, mais on peut être en désaccord. Pour autant, ça n'enlève rien. Ça permet à des femmes et à des couples qui ne peuvent pas d'avoir des enfants. C'est de ça dont on parle. Ça me paraît tellement simple. Donc il n'y a pas besoin. Après, je sais qu'il y a des enjeux philosophiques, religieux, je ne les mésestime pas. Je dis juste que quand on aime son prochain, il faut penser à son bonheur. Et donc si des personnes, par la PMA, peuvent connaître ce bonheur-là que d'avoir un enfant, franchement, laissons. Rachid Temal, notre invité ce matin, sénateur du Val-d'Oise, secrétaire national du Parti socialiste. Vous avez été le coordinateur du Parti socialiste pendant une période compliquée, après l'élection présidentielle. C'est quoi l'avenir du Parti socialiste avec Olivier Faure? Et est-ce que vous vous inscrivez dedans pleinement, vous? Alors, vous n'êtes, j'allais dire, que secrétaire national après avoir été numéro 1 du PS, au fond. J'ai été, effectivement, être numéro 1 du PS, parce que j'ai été, de fait, premier secrétaire par intérim. C'est un immense honneur, une immense responsabilité. Mais vous l'êtes plus. Oui, je n'ai pas souhaité être candidat, donc je ne me suis plus. Et j'ai tellement de choses à faire au Sénat et dans d'autres endroits. Mais je suis effectivement secrétaire national, et moi, je m'inscris totalement dans l'avenir du Parti socialiste. Je ferai des propositions à chaque fois que nécessaire, ce que je fais, sur le fond, et donc je suis Mais quel est l'avenir du Parti socialiste ? Je pense que le Parti socialiste, c'est une force qui doit se réinventer, mais je crois qu'aujourd'hui, quand je viens de faire la liste de quelques dossiers, d'avoir une gauche qui soit en capacité de porter, avec le mouvement social, des valeurs de gauche, de progrès, d'émancipation individuelle et collective, le Parti socialiste a tout son avenir, à lui, de le démontrer et d'y travailler, mais j'ai bonne confiance en le Parti socialiste. Merci Rachid Temal, sénateur du Val-d'Oise, secrétaire national du Parti socialiste, d'avoir été notre invité politique ce matin, en ce jour de victoire, en ce lendemain de victoire. Alors on va reparler foot maintenant. Maintenant, je vais acheter le maillot. Voilà, on va parler foot maintenant. Dans un instant avec le débrief, Pascal Jalabert reste avec nous. On va terminer cette émission en parlant foot. Il nous reste encore un peu de temps, Pascal Jalabert. On va revoir des images. Notre réalisateur Philippe va nous montrer des images de cette liesse populaire dans toute la France, aux 4 coins de l'Hexagone, les télés locales de France. 6 coins. Et 6 coins. Les télés locales de France, la presse quotidienne régionale, qui sont nos partenaires, ont relayé cette joie un peu partout. On voit Lille, bien sûr Paris, on l'a vu, mais aussi Bordeaux, mais aussi du côté de l'Est de la France aussi. Ça a été particulièrement Strasbourg. Lyon, il y a eu quelques incidents, mais oui, Strasbourg, Nancy, grosse fête aussi, partout, quoi. C'est vraiment une fête de tous les territoires, parce que même dans des petites villes, du Jura, alors en Saône-et-Loire... J'ai un de mes amis qui était sur la côte basque, il y a quelques villages sur la côte basque vraiment isolés, il m'a dit, les gens étaient dans les rues hier soir. Alors Mâcon, c'est un peu particulier, parce qu'en Saône-et-Loire, c'est la ville d'Antoine Griezmann, et nos collègues du journal de Saône-et-Loire ont bien suivi... On voit un kaléidoscope derrière vous d'images, partout c'est la foule en liesse. Je crois que le sociologue Jean Viard disait c'est un moment bon à prendre et il faut le prendre. Les Français ont voulu ça, ils ont voulu prendre ce moment sans se prendre la tête d'ailleurs. Donc du coup, on arrive, on arrive aux vacances pour ceux qui en ont, on arrive au milieu de l'été et le pays fait la fête. C'est plutôt bien. Voilà, la une de Sud-Ouest aujourd'hui, je la retiens parmi toutes les unes de la presse quotidienne régionale qu'on vous a présentée tout à l'heure. Le monde est bleu. Pour combien de temps il va le rester, Pascal Jalabert? C'est ça la vraie question. Combien de temps ça va durer cette euphorie? Vous prédisez quoi? Tout l'été déjà? Non, peut-être pas. Bon, il va y avoir un peu une traînée d'euphorie, mais vous savez, le quotidien, les petits championnats du quotidien reprennent vite le dessus. Même le football, tout va très vite. On va déjà... Dans un mois, on est dans le PSG, dans la Ligue des Champions, dans les transferts des joueurs qui vont exploser les compteurs. Les sommes qu'on va mettre sur la table, c'est énorme. Je crois que Kylian Mbappé, qui est déjà passé de Paris à Monaco pour 170 millions d'euros. 170 millions d'euros. Voilà, là maintenant, on part d'une valeur marchande de 350 à 400 millions d'euros. Enfin, on atteint
des sommes absolument délirantes. Moi, je crois que c'est le signe que le pays, quand même, avait envie de ce moment-là, qu'il va un peu mieux. Mais est-ce que c'est, au fond, la question, est-ce que c'est un très bon signe ou est-ce que c'est le signe que le pays allait très mal? Non, c'est un bon signe. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, c'est quand même un bon signe. C'est le signe que ce pays avait besoin de ça, avait besoin d'un moment de cohésion autour de quelque chose qui procure des émotions fortes, du positif et de la fête. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Il a apprécié ce groupe, il y a eu une fusion. On peut utiliser le mot entre ce qu'est la France d'aujourd'hui, ou ce qu'elle devrait être, et puis les valeurs que Didier Deschamps a réussi à donner à cette équipe, qui n'est pas une équipe qui restera comme celle du beau football. C'est pas les Pays-Bas de 74. Pas les meilleurs techniciens. C'est pas le Brésil de Pelé. Mais les meilleurs copains. Individuellement, ils sont tous très forts. Mais Didier Deschamps a compris que c'est pas comme ça qu'il gagne la Coupe du Monde. Qu'il ne gagnerait pas avec des talents individuels, qu'il gagnerait en étant un groupe, en étant un collectif. Il a fait des choix. Il a peut-être pas pris les 23 meilleurs d'ailleurs. Il a pris les 23 joueurs qui lui paraissaient constituer le meilleur groupe. C'est ça. C'est le meilleur groupe et non pas les meilleures individualités. Alors vous êtes un spécialiste aussi de la politique. On recevait donc ce matin Rachid Temal, le secrétaire national du Parti Socialiste. Il a bien fait attention sur ce plateau, dès les premières questions de l'interview politique, à ne pas montrer une quelconque récupération. Les politiques vont être ce coup-ci très attentifs à ça. Oui, alors politique échaudée, crainte de se brûler. Donc c'est ce qui est arrivé en 98, puisque 4 ans après, Jacques Chirac et Lionel Jospin obtenaient 20 et 16% des voix, alors que leur popularité était au zénith en 98. Malgré tous les tweets hier soir, il faut se rappeler, oui. Tout le monde en a fait. Oui, tout le monde en a fait, parce qu'il faut quand même être présent. Moi, je ne crois pas beaucoup aux messages politiques délivrés à travers le sport. Vous savez, la politique aujourd'hui, ça obéit beaucoup à l'événement. On prend les 2 dernières élections présidentielles. François Hollande est président. Ça commence avec l'affaire Strauss-Kahn et puis un référendum anti-Sarkozy. Et là, Emmanuel Macron, c'est l'affaire Fillon qui fait la campagne. Donc, laissons faire les événements et laissons les événements faire la politique d'un côté et faire le football de l'autre. Merci beaucoup Pascal Jalabert. Vous dirigez le groupe EBRA, ces 9 journaux de la presse quotidienne régionale qui sont sous votre coordination. Merci à tous, merci aux télés locales de France, merci à la presse quotidienne régionale qui nous a permis, avec ses relais un peu partout dans l'Hexagone, de pouvoir vous présenter une émission aux 4 couleurs, aux 6 couleurs de l'Hexagone. Merci Pascal Jalabert. On passe au Zap Monde avec TV5 Monde, notre partenaire. Un résumé de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. Il est évidemment question aussi de la Coupe du Monde. À tout de suite. La France, championne du monde. À travers tout le pays, du nord au sud et d'est en ouest, tout le monde se réjouit. Mention spéciale pour ces supporters qui ont regardé le match dans un Eurostar. Et surtout pour la joie des habitants de Bondy, la ville d'origine de Kylian Mbappé. La jeunesse, c'est la banlieue, c'est le sport et voilà, c'est un vrai message que la banlieue envoie au sport, envoie à la France. Ambiance de fête pour une journée absolument diabolique. Les joueurs salués par une grande place noire de monde et surtout noir, jaune, rouge. L'apothéose d'une campagne de Coupe du Monde presque parfaite. Une 3e place historique que les Diables Rouges et leurs supporters voulaient célébrer ensemble. Sur l'une des plus belles places du monde, chaque joueur a droit à son ovation. Ce sera intéressant de voir les décisions qu'ils vont prendre. La réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est le plus gros événement de ce genre dans la capitale nordique depuis une autre rencontre américano-russe, celle entre Bill Clinton et Boris Eltsine en 1997. Dans le port de Los Angeles, des cargos à perte de vue. Ici, au mois de juin, il y a eu une augmentation inattendue des importations chinoises vers les États-Unis.
Nous voyons cela comme un moyen de devancer tout changement tarifaire. C'est le résultat d'une guerre commerciale qui dure depuis plusieurs mois maintenant et qui pourrait encore s'intensifier. En mars dernier, Donald Trump impose des taxes sur les importations chinoises pour protéger les entreprises américaines. Des centaines de drapeaux berbères flottent dans les rues de Rabat. Marche de soutien au mouvement de protestation du Irak. Les maires sont en tête de cortège, indignés par le verdict. Le 26 juin dernier, la justice marocaine a condamné 53 activistes du noyau dur du Irak à des peines allant de 1 à 20 ans de prison. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci d'ailleurs. Merci aux Bleus. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Au revoir. Place de la République, présentée par Catherine Boulet, dans un instant. Santé au quotidien. Il suffit simplement de vous mettre à bouger un petit peu, marcher régulièrement, vous allez être moins fatigué, moins essoufflé, vous aurez moins mal aux jambes. Recherche. Certaines pathologies rares ne peuvent pas attendre les 15 ans de développement d'une molécule. Il faut pouvoir tester très rapidement sur certains patients les nouvelles thérapies. Prévention. Sans gluten ne veut pas dire plus sain, de la même manière que bio ne veut pas dire plus sain non plus. Présenté par Elisabeth Martichoux, État de santé en partenariat avec la MGEN, aujourd'hui à 9h. Votre soirée droit de suite sur la chaîne parlementaire. À 20h30. Il n'existe pas une seule région dans le monde où il n'y a pas de cas de dépression. C'est un mal répandu. Il survient partout. Tout le monde peut être atteint. Et c'est une maladie. À 23h30. Faire rêver avec de la nourriture industrielle. C'est encore possible dans les pays en développement et leur marché prometteur. Droit de suite, c'est un documentaire suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gracien. Ce soir sur la chaîne parlementaire.